aujourd'hui, nous voici pour la lecture du chapitre 29. Les jours passaient, doucement, presque insidieusement, les belles et longues soirées de l'été cédèrent le pas à celles courtes et fraîches de l'automne. Les arbres déjà commençaient à se dépouiller et les rosiers jetaient leurs ultimes feux dans une tardive floraison. Bientôt, il faudrait les tailler et les buter, puis toute la végétation s'endormirait pour un long sommeil hivernal. Marie, juchée sur le dos large et rassurant de Gulliver, considérait d'un œil voilé de tristesse le vol formant un V caractéristique des oies sauvages qui partaient hiberner vers des pays plus chauds. Machinalement, la jeune fille gratta l'encolure grise et massive du percheron, lui confiant d'une voix mélancolique. « Ça y est, mon pépère, l'été est bien fini et la guerre est toujours là. Papa et Jean ne sont pas près de rentrer, c'est sûr. Cet hiver, on aura encore froid. Où va-t-on trouver du charbon? Toi, tu t'en fiches, tu vas t'enrober d'un poil de mammouth. » Et Sven, où est-il? Cela fait longtemps, n'est-ce pas? Si longtemps sans nouvelles, murmura-t-elle dans un soupir. Elle n'osait plus compter les jours qui s'étaient écoulés depuis cette nuit, trop fameuse nuit, où Sven était revenu, pour elle, d'entre les morts. À présent, les semaines s'étaient succédées aux semaines, un mois, presque deux, et toujours aucun signe de lui. Parfois, elle en venait presque à douter de la réalité des événements de cette nuit d'été, les attribuant à un rêve tout éveillé, à une hallucination. Puis, brusquement, elle chassait loin d'elle ses pensées. Non, elle n'avait pas de vision. Sven était vivant, quelque part, elle n'avait pas le droit d'en douter. Pourtant, plus les jours s'égrenaient, et plus elle avait de difficultés à conserver son optimisme. Son ventre s'arrondissait de jour en jour. Parfois, elle sentait y éclore de grosses bulles. Intuitivement, elle savait que c'était son enfant qui, niché douillettement au plus profond de son être, lui manifestait sa présence. Et, peut-être, essayait-il de lui communiquer quelques messages. Très doucement, elle posait sa main sur son ventre et lui parlait tout bas. Parfois, elle lui chantait tout un répertoire de chansons hétéroclites issues de son enfance. Le temps ayant fraîchi, elle avait troqué ses shorts contre de larges et peu élégants pantalons de rue de toile qu'elle avait empruntés dans l'armoire de son frère. Les bas retroussés sur ses grosses chaussures de marche, une paire de bretelles afin de retenir le pantalon dont les premiers boutons refusaient déjà de se fermer, un gros pull en laine, dissimulé pour le moment encore son petit ventre rond. Elle avait tout l'air d'un poulpeau, y compris le regard. Délicatement, elle passa une main sous son pull, appréciant la tiédeur douce de son ventre tendu comme un petit melon, et murmura. « Nous sommes fin octobre, tu devrais arriver parmi nous début février. Enfin, c'est ce que l'on pense le docteur. Plus que 4 petits mois de patience, mon bébé. Si seulement ton père était avec nous. » Une boule amère se forma dans sa gorge. Elle secoua la tête et refoula ses pensées. Faire le vide, ne penser à rien, oublier cette douleur lancinante de l'absence, ne songer qu'à l'avenir et à cette nouvelle vie qui poussait en elle. Alors, résolument, elle serra les jambes et mettant son cheval au trot, elle chassa ses sombres idées et retourna vers le château de Beaugency, retrouver l'affection chaude et rassurante de sa famille. Pourtant, dans ces nuits sans sommeil, où elle se tournait frénétiquement, cherchant le réconfort d'une présence, la tiédeur de notre corps contre le sien glacé de solitude, l'esprit enfiévré, elle échafaudait 1000 plans que, sur l'instant, dans la noirceur froide de ces nuits, lui semblaient ingénieux, simples, réalisables, tous avec un seul but, retrouver Sven. Au petit matin, dans les lueurs blafardes de l'aube, toutes ses idées lui paraissaient vaines, naïves, et souvent elle pleurait de désespoir. Elle se sentait si inutile. Il lui semblait que, si elle avait pu faire quelque chose, la situation lui aurait paru plus supportable. Oui, l'inactivité de ces jours d'automne lui pesait telle une chape de plomb sur le cœur. Alors, une nuit, où l'insomnie la tortura plus qu'à son ordinaire, elle n'éteint plus. Elle sauta à bas de son lit, revêtit en un tour de main son pantalon de toile noire, un fin marcel de coton blanc qui moulait presque indécemment ses seins à présent généreux. Elle passa ses bretelles, enfla prestement son pull en laine, ses boots. Rapidement, elle passa une brosse dans ses cheveux, puis les remonta en un vague chignon qu'elle fixa vaguement à l'aide d'une fine barrette, cadeau de son père. Ensuite, elle ceignit une casquette en gros drap de velours côtelé. Dans un coffre, aux ferronneries baroques, au bois noirci par le temps, elle trouva une paire de sacoches en cuir qu'elle avait rangées quelques semaines auparavant afin de les nettoyer, puis qu'elle avait oublié de descendre à la sellerie. Rapidement,
Elle glissa un minuscule miroir, sa brosse à cheveux, un t-shirt blanc, quelques sous-vêtements propres. Jetant ses sacoches sur l'épaule, elle prit sa lourde veste en toile huilée, siffla Taillefer, qui considérait tous ses préparatifs d'un œil interrogateur. « Allez, Taillefer, et pas de bruit !» Se coulant tels des ombres, ils descendirent à la cuisine. Là, Marie gonflait ses sacoches d'une grosse miche de pain, d'un épais morceau de fromage et d'une poignée de biscuits secs. Sur l'ardoise, clouée à l'un des murs, sur laquelle Noémie inscrivait sa liste de commissions, elle écrivit simplement « Maman, ne t'inquiète pas, je suis partie pour plusieurs jours afin de débusquer un gibier qui se fait trop rare. Bisous, à bientôt, Marie. » Marie détestait mentir à sa mère. Cependant, ce n'était là qu'un demi-mensonge. Après tout, elle allait essayer de trouver Sven. Pouvait-on traquer gibier plus rare? Puis, quittant l'abri doux et protecteur de la vieille demeure, elle s'élança dans la fraîcheur de la nuit, Taillefer sur ses talons. Presque en courant, elle traversa la cour pavée, s'engouffra dans les écuries, son entrée réveillant les bêtes en sursaut, provoquant un concert de grognements mêlés de courts hennissements. « Chut, un peu de calme, c'est moi !» fit-elle à mi-voix. Peu à peu, les animaux, rassurés par sa voix et son odeur familière, retrouvèrent leur quiétude habituelle. Après un rapide coup d'étrille à Gulliver, elle lui passa sa bride, ainsi qu'un épais et solide licol en cuir brun, auquel elle attacha une longue corde qu'elle noua autour de son encolure. Dans ses sacoches, elle jeta une brosse, un cure-pied, le large couteau de chasse de son père, une boussole et surtout sa fronde, accompagnée d'une poignée d'écrous rouillés ramassés sur de vieilles machines agricoles. Idéal pour un tir rapide, précis et surtout destructeur. Dans la sellerie, elle prit une épaisse couverture qu'elle plia soigneusement en quatre et qu'elle posa délicatement sur le dos du percheron. Puis, une selle d'arbre en cuir auquel elle fixa ses sacoches. Elle roula ensuite sa veste sur le trousseau-quin. Elle était prête. Alors, sans bruit autre que le claquement sourd des fers de Gulliver sur les pavés, Marie, à califourchon sur le large rassourant du percheron, faisant presque corps avec lui, se fondut dans l'obscurité de la nuit. Rapidement, elle mit Gulliver au trot, qui, tout heureux de cette promenade inopinée, ne demandait pas mieux. Allons vite, il lui fallait avancer, mettre le plus de distance possible entre la sécurité des murs du château et sa folle aventure. Vite, encore plus vite, tant qu'elle avait encore le courage, tant que l'idée de cette cavalcade ne lui semblait pas encore risible. Vite, être loin, très loin, avant que le soleil ne se lève et ne lui dévoile tout le ridicule de son aventure. Vite, avancer, avant d'être trop loin, afin d'être trop loin pour pouvoir reculer. Sans même s'en apercevoir, ils avaient gagné leurs habituelles promenades le long de la Loire. Alors, s'arrêtant face à l'eau sombre et vive du fleuve, Marie réfléchit quelques secondes sur la route à suivre. En remontant le fleuve vers Orléans ou bien en aval vers Blois. Fronçant les sourcils, elle essayait de se remémorer ce que Sven avait pu lui dire lors de leur dernière rencontre. Bien encore, quels indices il avait bien pu laisser échapper lorsqu'avant de déserter, il partait en mission contre la résistance locale. Elle eut beau se creuser la cervelle de longues minutes, le mystère demeurait entier. In petto, elle se morigina. Allons, elle connaissait la région comme sa poche, elle maîtrisait le temps qu'il fallait, mais elle finirait bien par trouver son Norvégien, aussi bien caché qu'il soit. À présent, un peu de réflexion. Si elle avait dû se cacher, où se dissimulerait-elle? Les immenses bois de Sologne lui traversèrent immédiatement l'esprit, mais elle rejeta cette idée. Là-bas, c'était la zone libre. Impossible de s'y rendre. Impossible pour des résistants de faire des coups de main en zone nord, puis de retraverser le fleuve. Non. Restaient les bois au-dessus d'Orléans, et ceux de Blois, prolongement de ceux immenses et impénétrables de Sologne. Instinctivement, son âme de coureuse des bois lui souffla que ces forêts avaient des pétailles aptes à décourager toute intrusion. Alors résolument, elle remit Gulliver au trot et longeant la Loire, elle descendit vers la petite cité de Blois. En fin de matinée, après 2 arrêts repos et casse-croûte, Marie et ses 2 compagnons de voyage avaient contourné par le nord la petite ville, passant le plus discrètement possible à travers champs, ou bien empruntant des 3 chemins creux que les pluies d'automne avaient rendus boueux. Jusqu'à présent, la chance lui avait souri. Elle n'avait guère rencontré de gens, quelques rares paysans dans les champs, un camion de la Wehrmacht qui l'avait doublé, sans lui accorder un regard, mais en l'étoilant debout, et un troupeau de vaches éthiques, poussé par une gamine malingre et méfiante.
Traversant un labour, elle aperçut à demi écroulée au milieu de champs, rongée de ronces et blottie sous d'immenses chênes, une vieille bâtisse en pierre. Aussitôt, elle y dirigea sa monture. Aujourd'hui, elle avait eu de la chance. Mieux valait ne pas trop la tenter. Elle ferait le reste de la route à la faveur de la nuit. De toute façon, Gulliver avait besoin de repos. Le train était lourd, il était fatigué. Les bois étaient tout prêts à présent. Et, dès la nuit tombée, il s'y glisserait, et la forêt lui livrerait ses secrets. En attendant, elle mit pied à terre devant la ruine à demi écroulée et s'étira, heureuse de marcher un peu après toutes ces heures passées en selle. Écartant délicatement les ronces d'une main, tenant les rênes de l'autre, elle engagea l'énorme cheval à la suivre à travers le dédale acéré. Heureusement, les buissons n'étaient pas très larges, et si Marie n'en avait cure de se faire lacérer, ce n'était pas l'avis de Gulliver, qui rechignait à laisser un seul de ses poils sur la moindre épine. Une minuscule aire, s'étendant devant la bâtisse, abritait des arbres vigoureux et envahis par une herbe haute et grasse. « Regarde, Gulliver, tu vois, c'est ta récompense pour tous ces efforts. Plein d'herbe que pour toi, » fit la jeune fille en flattant gentiment le bout de nez de l'énorme animal, qui souffla de contentement. Il arracha vivement une bouchée de graminées qu'il broya avec béatitude. Marie le désangla, enleva la selle ainsi que les sacoches et la couverture. Elle étendit celle-ci sur les branches basses d'un jeune chêne afin de la sécher la transpiration qui l'invitait. Elle posa la selle contre une pierre et, d'œil faible, en soupirant d'aise, s'allongea au pied de celle-ci dans une sieste réparatrice. Marie ôta encore la bride du cheval et, dénouant la longue corde, elle attacha prestement au pied d'un arbre. Elle embrassa doucement entre les deux naseaux, espérant que les ronces les cacheraient des regards indiscrets. Elle-même, s'écroula alors dans l'herbe odorante, aux côtés du gros chien qui la considéra d'un œil tout endormi. Elle s'allongea contre lui et sombra bientôt dans un profond sommeil. Et nous nous retrouvons pour le prochain chapitre.